Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Christophe Morisseau, qui est directeur général de Red Hat France. Jean-Christophe Morisseau, bonjour. Bonjour Guy. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je précise que nous sommes à distance, puisque les conditions sanitaires actuellement l'imposent. Enfin, l'imposent pas nécessairement. Enfin, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Alors, vous savez, on commence toujours par cet entretien par je dirais une actualité, une tendance, un événement qui vous a marqué ces derniers temps, en dehors bien sûr du sujet dont on parlera un petit peu après, c'est-à-dire la crise sanitaire, mais je dirais que dans l'actualité qui concerne notre secteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ces derniers temps ? En effet, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est le chemin qui reste à faire dans l'adoption des technologies. On est dans un moment où on voit qu'il y a vraiment très grandes distorsions d'utilisation et d'adoption des technologies au bénéfice de nos clients, au bénéfice de tous les utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe dans l'actualité en ce moment. Par exemple, je dirais la différence entre des industries du e-commerce qui sont très, je dirais, à réagir à des situations difficiles, et puis des commerçants qui ont encore beaucoup de mal à s'adapter. Situation aux États-Unis qu'on voit aujourd'hui dans les élections, où d'un côté on a un pays qui invente un Google ou un Facebook qui sont des outils qui permettent de suivre l'activité de n'importe qui à la milliseconde, et puis à côté de ça sont en train de compter des votes manuellement, et ça prend des jours et des jours. Et donc c'est vraiment cette grande distorsion et cette situation qui moi me frappe dans l'actualité et qui me fait à penser qu'on a encore beaucoup de travail dans l'industrie informatique, dans l'industrie des technologies de l'information, pour vraiment arriver à diffuser la façon dont ces technologies peuvent être utilisées et comment elles peuvent vraiment bénéficier à tous, que ce soit dans le privé, dans le public. Et voilà, c'est cette forme d'interrogation que j'ai en regardant l'actualité qui me frappe. Mais alors, est-ce que pour poursuivre un peu sur ce sujet-là, est-ce que vous ne pensez pas que certains secteurs, j'irais, face à la nécessité de changement, finalement s'adaptent extrêmement rapidement. Je prends un cas très concret, je prends les libraires. Les libraires, on leur a dit il y a quelques jours qu'il fallait fermer, et donc malgré tout, ils avaient déjà quelques outils, mais ils se sont adaptés assez rapidement pour faire du click and collect. Donc est-ce que là, vous ne trouvez pas que finalement, il y a parfois une capacité d'adaptation qui est plutôt positive ? Alors c'est extrêmement positif, et je trouve qu'on a une capacité de résilience, notamment en France. On est quand même le pays du système D, et ce que je pense, c'est que on a, nous, en tant qu'entreprise du numérique, une obligation d'accompagner et d'aider toutes ces personnes qui sont face à ces problématiques de business et qui peuvent trouver des solutions dans le numérique. J'ai un ami par exemple qui gère une galerie d'art, qu'on a fait venir et à qui j'ai expliqué comment faire une présentation à travers des outils simples numériques de ces toiles, et ça nous a pris 1 heure, et en 1 heure il a pu comprendre comment utiliser ces outils et ensuite se projeter dans son métier en intégrant cette technologie et en pouvant se dire je vais pouvoir m'adapter et aller plus vite dans le fait de s'adapter. Et donc c'est des choses simples, des choses bêtes, mais si chacun de nous, dans nos entreprises du numérique, avons cette capacité à aller vers ces pans d'industrie qui n'ont pas nécessairement, je dirais, la culture du numérique, à mon avis, on va pouvoir vraiment apporter beaucoup plus de valeur. Alors, vous parlez de culture du numérique. Je pense que Red Hat a cette culture du numérique. Enfin, je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc là, ce que je voudrais bien savoir, c'est finalement depuis ces derniers mois où on a eu d'abord en mars-avril, ça nous est un peu tombé dessus parce que c'était très rapide. Puis après, ça s'est un peu desserré pendant les vacances. Et puis en septembre, il semblait que les choses allaient mieux, mais on savait que ça allait aller plus mal. Puis là, ça recommence à aller plus mal. Je dirais, comment vous, en tant qu'entreprise, qui aviez déjà tous les outils du numérique, comment vous êtes adapté à tout ça, sachant qu'il y a quand même la dimension ressources humaines qui est très importante et qu'il faut regarder de très près, et comment vous voyez les choses, je dirais, à moyen et plus long terme? En effet, il y a eu une première vague où il a fallu qu'on s'adapte.
Et notre métier, notre culture informatique fait qu'on avait les outils. Travailler avec un système de vidéoconférence, travailler à distance, c'était quelque chose qu'on avait déjà intégré. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au fil de l'eau, et notamment dans le fait de revenir dans ce confinement aujourd'hui, le travail qu'on a à faire, il est vraiment au niveau du management, au niveau de la façon dont on organise le travail entre nous. Et ce que l'on sent, c'est qu'il y a une fatigue, un essoufflement, des tensions qui émergent parce qu'en fait, on a besoin de liens sociaux, on a besoin de travailler ensemble. Et quelque chose qui pour moi est extrêmement important, sur lequel je veille et qu'on essaie de travailler avec mon équipe de direction, c'est vraiment cette idée de le télétravail et les outils numériques nous mettent dans un rapport, je dirais, vertical. Je rentre dans une conférence téléphonique, je suis dans une réunion, je discute avec mes collègues, mais mon équipe et, je dirais, verticalement, les personnes avec qui je peux engager. De façon horizontale, tout le travail et toute l'interaction qu'on a à la machine à café, de façon totalement informelle en sortant d'une réunion, ça disparaît. Donc on est obligé de nous faire l'effort de s'appeler pour faire en sorte que de façon horizontale, les connexions se fassent. Et c'est tout le problème et tout l'enjeu d'arriver à recréer de façon virtuelle un environnement de travail qui mette les collaborateurs dans une situation de collaboration où en fait ils ont vraiment la capacité d'interagir dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique et sur lequel on travaille énormément. On essaie de trouver des solutions. Et on n'a pas encore trouvé la solution, mais c'est vraiment ce qui nous occupe aujourd'hui pour arriver à arriver, parce que quand on se projette, on sait que on est reparti dans un moment qui peut durer. Comment on fait pour s'assurer qu'on a vraiment le bien-être, je dirais, au cœur de nos préoccupations et le bien-être au travail pour que chacun puisse vraiment évoluer dans des situations où ils se sentent bien et ils collaborent et ils soient efficaces. C'est vraiment tout le travail qu'on est en train de mener en ce moment. Donc en gros, vous êtes à la recherche de la machine à café virtuelle, c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors oui, tout à fait, exactement. Alors on peut la réinventer, mais elle n'existe pas encore. Mais c'est vraiment cette idée d'horizontalité et de transversalité dans les relations avec nos collaborateurs et avec l'écosystème, parce que la société se limite pas uniquement à son organisation, elle s'étend vers ses partenaires, vers ses fournisseurs, vers ses clients. Et il y a aussi l'enjeu de la frontière de l'entreprise, c'est que il y a pas de frontière numérique. Et comment je fais pour justement, comme j'ai en face de moi également des entreprises qui travaillent en télétravail, comment je fais pour créer un espace où cette collaboration et ces mouvements se passent? Donc en fait, finalement, c'est comme on l'a vu précédemment, quand on a des nouveaux outils qui arrivent, on reproduit l'existant avec ces outils. Et puis au fur et à mesure, on découvre que ces outils permettent de faire des choses nouvelles, différentes, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire finalement. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on intègre l'outil par rapport à ses modes de fonctionnement, puis on s'aperçoit que ça commence à coincer. Quelque chose qui a été, je pense, partagé par beaucoup de personnes dans l'industrie, c'est que le télétravail a augmenté la charge de travail. On est tous dans des situations où on se dit mais j'ai trop de conférences téléphoniques, parce qu'on tente peut-être de reproduire avec les outils de télétravail l'interaction. Et donc en fait, je vais essayer de retrouver l'interaction en accumulant toute la journée des conférences téléphoniques. Et ben ça, c'est générateur de fatigue, c'est générateur de stress. Et peut-être qu'il faut qu'on change notre rapport à cet outil de vidéoconférence pour en faire moins, se donner plus de temps de réflexion, travailler sur le fond des choses. Donc et je pense qu'on est dans ce moment-là. On commence à repenser à la façon dont on veut travailler d'abord, dont on veut interagir, et comment les outils vont nous permettre de vraiment mettre en œuvre ces relations qu'on est en train de repenser. Très bien. Alors, on va parler maintenant plus particulièrement de Red Hat, bien sûr, et évidemment, ça vous surprendra pas que j'aborde ce sujet par le biais d'IBM. Donc, vous êtes entré, je dirais, dans la galaxie IBM en octobre 2018. Donc c'est à l'époque où l'annonce a été faite. Et puis il y a eu un deuxième événement relativement récent, donc c'est l'annonce de la scission d'IBM en deux grands pôles. Et donc vous allez être amené à jouer un pôle important
ce qui va rester IBM. D'ailleurs, la question que j'allais vous poser, peut-être de manière un petit peu anecdotique, mais le surnom d'IBM, c'était Big Blue. Est-ce que ça va pas devenir Big Red, hein? Mais bon, c'est juste un petit détail. Mais ça veut dire que votre rôle au sein de cette entité IBM nouvelle manière, un peu rétrécie, si je puis dire, qui va se consacrer principalement au cloud et puis à d'autres choses, bien sûr, l'intelligence artificielle, pour un peu plus tard l'informatique quantique. Quel va être le rôle de Red Hat? On dit qu'il va devenir central, mais comment ça va s'organiser? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, et donc ce que ça va changer pour vos clients. Et puis la deuxième question, c'est jusqu'à présent, Red Hat était une entreprise indépendante, un peu de la même manière que VMware par rapport à Dell. Est-ce que vous allez garder cette indépendance pour pouvoir garder le lien avec tous les autres partenaires qui finalement ont fait la richesse de Red Hat jusqu'ici? Alors, si vous me permettez, je vais commencer par répondre par la deuxième question qui me permettra ensuite de répondre à la première. Red Hat reste indépendant. Ça a été dès le début de l'acquisition quelque chose qui a été posé comme un principe que Red Hat et Red Hat restent Red Hat parce qu'on travaille dans un écosystème ouvert et qu'on travaille avec des grands partenaires qui ne sont pas que IBM. Et ça c'est quelque chose qui a été annoncé. Et depuis 2 ans que le travail est en train de se faire pour le rapprochement avec IBM, dans les faits, on le vit tous les jours. On est vraiment dans cette idée que on reste neutre et indépendant et souverain dans nos décisions quant à la façon dont on engage avec nos clients. Donc, la position d'IBM par rapport à Red Hat est une position de partenaire. On voit IBM comme un grand partenaire, au même titre que des grands partenaires intégrateurs. Je l'ai cité, des Capgemini, des Atos, des Sopra, des DXC, des Accenture, et puis d'autres comme des OnePoint, des Devoteam, et puis je pourrais vous dérouler toute la liste des partenaires. On travaille sur cet écosystème. Donc on a une notion je me permets de vous interrompre parce que là vous avez cité les intégrateurs, mais les concurrents d'IBM, les Dell et HPE, etc. Comment ils vont jouer? Alors, ce sont aussi nos partenaires, parce qu'ils intègrent nos technologies. C'est-à-dire qu'en fait, quand un Dell ou un HPE vend ses serveurs et veut intégrer du Linux, du Red Hat Linux sur ses serveurs, on a des accords d'OEM avec eux qui leur permettent d'intégrer ces outils, et on étend ces accords aux autres technologies de Red Hat. Ils ont la même approche d'écosystème, et donc on est vraiment dans une logique assez ouverte. Je prenais exemple sur les intégrateurs, mais les constructeurs, les grands acteurs de l'intégration logicielle dans le monde de la défense, dans le monde de la banque, de la banque, de la monnaie virtuelle. Enfin, on est vraiment dans une logique très ouverte d'écosystème et qui ne peut, on ne peut exister dans ce monde-là que si on reste indépendant. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Mais alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce de tension entre deux mouvements, ce que vous venez de dire, et puis le fait que finalement, vous disiez, IBM est un partenaire majeur, mais parmi d'autres, la tentation pour IBM de dire, bah non, Red Hat, c'est notre bébé, et donc on va essayer de le garder, de le préserver pour nous. Je pense qu'il faut voir ça à plusieurs niveaux. Vous avez d'un côté un niveau stratégique, où en fait, vous avez un IBM qui est un acteur, je dirais, essentiel du monde informatique mondial, qui est une société centenaire et qui a des milliers et des milliers et des milliers de clients qu'il veut embarquer dans une logique de transformation digitale, et qui, à un moment donné, fait l'acquisition de Red Hat, mais qui laisse Red Hat indépendant, et qui va utiliser cette acquisition pour dire quoi? Pour dire, en fait, je fais un choix au niveau de mes solutions logicielles d'intégrer des technologies de Red Hat comme socle à la containerisation de mes solutions. Et ça, c'est le choix que fait IBM. En quoi ça sert Red Hat? Ça sert à dire, il y a un acteur majeur du marché qui vient de mettre comme un principe que la containerisation va se faire sur une base OpenShift, les solutions containers de Red Hat. Et ça, c'est quelque chose qui est un élément majeur de cette acquisition. Mais ça ne veut pas dire que Red Hat devient IBM. Ça veut juste dire que IBM, en tant qu'acteur et dans sa propre stratégie, a considéré que les plateformes OpenShift étaient la plateforme de containers qu'ils voulaient pousser. Et donc, quand ils annoncent
qui font cette scission, et c'était la deuxième question que vous me posiez, et qui se recentrent sur le cloud hybride, qui se recentre sur l'intelligence artificielle. IBM est un acteur, un des premiers acteurs à être venu sur le monde de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui tournent sur des plateformes logicielles, et qui vont être containerisés. Et ben en fait, ils vont pousser cette IA, et cette IA va tourner sur des solutions Red Hat en termes de containers. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que vous devenez le fournisseur de technologie centrale pour IBM et bien sûr dans le domaine du cloud. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, on a vu les annonces que IBM a faites ces derniers temps. Les Cloud Pak, par exemple, il y avait un redéveloppement avec toutes les technologies Red Hat pour proposer ces offres packagées. Exactement. On devient un socle technologique majeur pour un acteur du monde logiciel qui propose à ses clients une solution qu'il appelle Cloud Pak, qui sont ses propres solutions logicielles, qui vont tourner sur un socle Red Hat. Au même titre qu'un autre acteur qui va permettre peut-être de faire autre chose, d'autres solutions logicielles, qui va également valider un socle technologique qui sera Red Hat. C'est vraiment cette logique de partenariat et d'écosystème ouvert. Et est-ce que vous pouvez donner, je dirais, un peu le retour de vos clients par rapport à, je dirais, ce nouveau positionnement et ce nouveau partenariat avec IBM en France? Les clients Red Hat, bien sûr. Alors, la tendance que moi j'ai remarquée sur cette acquisition et ce rapprochement, c'est qu'en fait, on est dans un moment où en fait on réfléchit vraiment à l'architecture des systèmes d'information. On a parlé de cloud, de cloudification, de transformation digitale. La question centrale, c'est le container. Et le container, comment je me projette dans cette logique de containerisation? On avait jusqu'à maintenant quelques alternatives dans le marché, et le fait que IBM rachète Red Hat a eu un impact sur Red Hat dans une idée de devenir légitime et éligible à une transformation de masse chez les clients. Donc on a un changement de perspective du côté des clients qui voient Red Hat maintenant comme un acteur crédible à long terme dans une logique d'industrialisation, de stratégie de cloudification et de digitalisation. Et ça, c'est vraiment l'effet pivot que nous a amené en fait, je dirais le support d'un IBM qui lui, de par sa masse et de par sa crédibilité industrielle, a passé ce message que Red Hat était également un acteur industriel adossé à un grand industriel. Si je suis une grande banque française ou un grand acteur du monde industriel et que je me projette dans les 5 ans à venir et que j'ai besoin de faire une transformation massive de mon système d'information, le fait de partir avec un Red Hat, je sais que quelque part je m'adosse à une technologie qui est reconnue et qui est pérenne. Et ça, c'est vraiment ce qu'on sent comme différence chez les clients Red Hat. Donc finalement, c'est, comme on dit en bon français, c'est du win-win pour à la fois IBM et pour vous. Et puis vos clients ont ce sentiment que, effectivement, vous avez utilisé le mot pérenne, c'est stabilité et pérennité. C'est un peu ça que ça apporte. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez dit ça a donné de la crédibilité à Red Hat. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'avant, vous n'étiez pas crédible quand même. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Ça a donné une crédibilité à la capacité de Red Hat d'accompagner un client sur le long terme. Oui. Parce que quand on est sur ces technologies émergentes, il y a toujours cette notion de j'innove, mais cette innovation, il faut que je l'intègre et que je la fasse tourner. On s'adresse quand même à des personnes qui font tourner des systèmes d'information, des patrons de production qui ont des SLA et des prods à faire tourner tous les jours. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles en utilisant Red Hat? La réponse est oui, même très bien, avec des systèmes qui sont de plus en plus en production. Il y a une chose que je voulais ajouter, si je peux me permettre, par rapport à cette crédibilisation, c'est l'open source. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un open source totalement ouvert à un open source d'entreprise et un open source qui devient vraiment une solution d'entreprise qu'on peut intégrer dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en fait, la tendance de fond de l'open source qu'on voit depuis une vingtaine d'années devient vraiment une solution extrêmement, je dirais, sérieuse dans la refonte d'un système d'information. Et ça, c'est quelque chose de très important également.
Très bien. Alors, on va parler de deux annonces que vous avez faites récemment, sans trop rentrer dans le détail, mais il y a la première, c'est l'annonce de la version 8.3 de Red Hat Linux. Donc, est-ce qu'il y a des choses, je dirais, importantes dans cette annonce? Et puis, c'est l'occasion pour vous de repositionner un peu Red Hat Linux dans l'écosystème des OS open source. Alors, il y a pas d'annonce particulièrement majeure dans la version 8.3. Ce qui a vraiment changé dans la version 8, c'est qu'on a vraiment intégré ce qu'on appelle Insight, qui est un moteur d'intelligence artificielle qui permet à tous les clients qui utilisent le Red Hat Linux, qui est donc l'operating system, de pouvoir faire de la maintenance prédictive et de commencer à travailler avec des moteurs d'intelligence artificielle sur autre chose que seulement un operating system. Donc ça, c'est vraiment ça. Et donc, on enrichit constamment les fonctionnalités autour de cette notion d'un Linux qui supporte plus qu'un OS et qui également enrichit des fonctionnalités de support de tout ce qui va venir au-dessus dans les containers. Et ça, c'est vraiment ça qui drive qui est la stratégie de Red Hat. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette idée de stratégie d'Open Hybrid Cloud et de rentrer dans l'hybridité. Et la deuxième annonce, c'est vraiment ce RH ACM qui est la fonctionnalité de gestion de multi-cluster que la 8.3 supporte, et qui est la capacité pour un client de faire tourner une application en mode cloud native dans n'importe quel environnement et de pouvoir la manager et la monitorer. Et ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie de Red Hat. Et ce Red Hat ACM permet vraiment maintenant d'avoir les outils de management et de contrôle de ces applications, qu'elles tournent soit dans des environnements on-premise, soit sur le cloud, qu'elles soient même, je dirais, sur le edge. Donc on va vraiment très très loin dans la containerisation, où on permet par exemple d'avoir des systèmes où on peut faire tourner du container sur 3 nœuds. Et donc il y a vraiment cette notion d'essayer d'être le plus, plus complet pour couvrir l'ensemble de la palette des plateformes sur laquelle nos clients vont pouvoir utiliser les containers avec cette plateforme de monitoring qui est Red Hat ACM. Avec évidemment, depuis une seule et même console, bien entendu. Exactement. D'accord. Alors l'autre annonce que vous avez faite un peu plus récemment, je crois, c'est l'intégration de la plateforme Ansible Automation et puis de votre propre plateforme ACM for Kubernetes. Donc, est-ce que là, vous pouvez nous donner quelques éléments et pour les clients qui étaient sur l'une ou sur l'autre, comment ils vont faire pour migrer vers cette nouvelle plateforme intégrée des deux, si je puis dire? En fait, c'est la même chose, c'est qu'en fait, on enrichit au fur et à mesure et on s'aperçoit que le besoin de nos clients dans la transformation digitale, vers le cloud, elle s'accompagne vers une montée de la complexité des environnements. Et la réponse à la montée de cette complexité, c'est d'automatiser au maximum. Et donc, on avait des plateformes qui étaient un petit peu indépendantes d'automatisation, donc Ansible, qui est vraiment la plateforme cœur d'automatisation de Red Hat. Que vous avez racheté en 2015, hein, je rappelle. Exactement. Tout à fait. On l'a racheté, on l'a réintégré, et donc on a des besoins de plus en plus importants de notre grande direction informatique qui nous disent j'ai besoin maintenant de m'appuyer sur ces plateformes d'automatisation pour travailler sur la productivité globale de ma production, de mes développements. Et donc on s'aperçoit que c'est vraiment un besoin et donc on intègre ces systèmes dans des plateformes de management qui permettent vraiment d'avoir des plateformes de contrôle qui permettent. Par exemple, on a eu notre forum il y a quelques jours en virtuel où on a invité beaucoup de clients. Un client comme, si je veux le citer, comme l'Astim qui est en fait la direction informatique du groupement des mousquetaires, donc Intermarché et beaucoup d'autres enseignes, utilise maintenant ces solutions pour en fait déployer des solutions réseau. Ils ont un programme qui est de dire je veux que j'ai du Wi-Fi dans tous nos points de vente au centimètre carré. Et donc pour cela, ils ont repensé l'ensemble de leur architecture réseau avec des équipements nouveaux et mis en place un système d'automatisation qui leur permet de gérer l'ensemble de tous leurs points de vente, je crois qu'il y en a 4000 en France, avec des outils Red Hat et qui permettent d'automatiser
les installations, les updates, les migrations de ces outils, et qui concrètement amène beaucoup de flexibilité aux équipes de gestion des réseaux et qui leur permet de ne plus intervenir sur place. Et tout ça est fait avec des outils qui étaient des outils d'automatisation, mais également de monitoring qui sont maintenant intégrés. Donc l'automatisation, finalement, c'est une sorte de réponse à la complexité qui est croissante, comme vous l'avez dit. Parce que au début, quand on nous a vendu le cloud, on nous a dit, bon, ça va être simple, vous allez voir, on met tout dans le cloud, enfin c'est facile. Puis en fait, le cloud est devenu hybride, il est devenu multi-cloud. Donc on a maintenant des environnements un peu partout. On est arrivé à un niveau de complexité qui est finalement devenu quasiment ingérable à la main, et donc il était nécessaire de passer par cette phase d'automatisation. C'est un peu ça votre réponse? C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on voit apparaître le couplage d'une vision de moyen-long terme de transformation sur le fond du système d'information vers le cloud, vers le container, et de la réponse court terme de la montée de la complexité par l'automatisation. Et cette automatisation, elle permet de faire plusieurs choses. Elle permet déjà de dire, il faut réduire, il faut essayer de contenir la multiplication des systèmes, mais surtout, elle permet de travailler sur le process et de réutiliser de la ressource d'ingénierie pour les sortir de tâches répétitives, de tâches à faible valeur ajoutée, pour les remettre sur l'innovation. Parce que, faut quand même le dire, tout ça se fait avec moins de budget, avec moins de temps, avec des gens qui télétravaillent de plus en plus. Et donc, en fait, ces tâches d'automatisation, elles ont aussi pour but de libérer de la capacité d'innovation, du temps à valeur ajoutée, pour recentrer ce temps et cette énergie sur ce qui fait le cœur des entreprises. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Jean-Christophe Morisseau, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, je vous remercie.